passionnante. Bon, alors, vous êtes nombreux sans doute à avoir assisté à la matinée, et moi aussi j'y étais, donc c'est plus facile d'enchaîner. Donc on a eu de très belles expériences montrées. On se disait tiens, c'est parti très très fort. Et puis on a eu une table ronde dans laquelle le sentiment c'est que tout le monde était d'accord pour faire, mais que quand même il y avait beaucoup d'obstacles pour démarrer. Je résume à peu près la situation. Alors, moi j'ai envie de dire que de toute façon, dans une perspective long terme, les problèmes de démarrage seront estompés. Ça sera un détail de l'histoire et il faut reconnaître ici, ensemble, quel est le chemin long que nous sommes en train de faire. Je réfléchissais parce que j'ai quand même beaucoup d'heures de vol dans le domaine du bâtiment. Je peux vous dire, parce que je les ai connues toutes les réglementations. Toutes les réglementations, au moment où on la met en place, il y a des pleurs en disant ça va pas marcher comme prévu, ça va être trop cher, etc. Toutes les réglementations montrent qu'il y a une courbe d'apprentissage et que quand on a digéré la réglementation, on la trouve très bien. Très bien, je vous le dis tous. Et la dernière en date étant même l'expérimentation E plus C-, qui est regrettée par rapport à la RE 2020. Voilà. Donc, je dis tout de suite, les difficultés de départ, on a à les résoudre, donc je ne suis pas en train de le nier, il faudra les résoudre, mais elles sont epsilon par rapport au cap que l'on a choisi. Donc la vraie question qu'on doit tous se poser, vous êtes maître d'ouvrage, vous êtes bureau d'études, vous êtes d'autres entreprises ou industriels, est-ce que le cap qui a été pris est un cap sur le long terme ou pas? Je vous le dis, c'est simple, le cap qui a été pris ne bougera pas. Il y a des données qui sont comme ça irréversibles pour les 30 ans à venir, et même plus. Parce que dans le domaine du bâtiment, si ça peut réconforter tout le monde, nous sommes le seul secteur dont nous savons que nous existerons à la fin du XXIe siècle. Il y a plein de secteurs, ils ne savent pas s'ils existeront. Nous existerons. La deuxième idée, c'est que pour réussir le gros choc, le grand choc, le premier choc du bâtiment, je vais vous parler des 3 chocs, le choc carbone, on a besoin du bâtiment. Tous les pays ont besoin du bâtiment. Et c'est dans ce choc carbone l'endroit où le consensus politique citoyen est possible. Je ne vois pas de grands obstacles à dire il faut mettre le maximum sur le bâtiment. Donc, les gens du bâtiment que vous êtes, que nous sommes, nous avons une responsabilité historique. C'est est-ce que nous allons être capables de répondre aux attentes qui sont devant nous pour les 30 ans à venir. D'ailleurs, il y a eu les 30 glorieuses, là on va vivre les 30 carbone. Voilà. Parce que c'est un événement majeur. Donc, je le dis à tous, le choc carbone, c'est le premier choc du bâtiment. Il est sur le long terme, ça ne fait pas une mode, ça ne s'arrêtera pas dans 5 ans, ça ne s'arrêtera pas dans 10 ans, c'est constant, constant. Avec, à mon avis, une pression de plus en plus forte qui va être faite sur nous. Alors, c'est très important, pourquoi? Pour les industriels. C'est un signe très important. Ils ont tous compris, désormais, les industriels, qu'il faut décarboner leurs produits, leurs composants et les matériaux. Tous. Ceux qui ne veulent pas être sortis de la course vont faire le maximum pour rester dans la course. La compétition par l'innovation va être formidable. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça va aller plus vite que ce que vous pensez. On peut avoir des résultats sur la décarbonation des matériaux et des composants plus rapides qu'on ne le pense. Plus rapides qu'on ne le pense. Parce que c'est un système concurrentiel, les filières ne veulent pas perdre, donc il va y avoir une compétition de très haut niveau du côté industriel. C'est une bonne nouvelle pour nous. Alors ce choc carbone, il a une conséquence où c'est un peu difficile puisqu'on a été séparés en construction neuve et en réhabilitation, mais il a une conséquence énorme, c'est que ça donne un avantage au carbone qui est stocké. Ben, c'est une idée simple. Quand on a stocké du carbone dans le bâtiment, dans la ville, ben, il vaut mieux le laisser stocker que le déstocker.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'envisager de construire du neuf, il faut voir si on utilise au mieux le stock, le patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va demander au patrimoine, c'est-à-dire au carbone stocké dans le gros œuvre, pour faire simple, de durer le plus longtemps possible. On va demander pour durer le plus longtemps possible de varier les usages, s'il le faut. Soit l'usage logement ou l'usage bureau peut perpétuer, soit à un moment on en a moins besoin, on va lui demander de changer d'usage. Donc vous voyez que ce qui va se passer, c'est une prolongation de la durée de vie du stock. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de construction neuve, mais la construction neuve viendra, je le dis, au moment où le stock ne pourra plus répondre aux besoins. Là, les besoins supplémentaires non résolus par le stock, ça sera la construction neuve. Mais il y a d'autres pistes aussi très importantes qui vont se faire. C'est qu'on s'aperçoit que dans le stock, on n'utilise pas 7 jours sur 7, 365 jours par an les bâtiments. L'intermittence d'utilisation va apparaître comme un gaspillage par rapport à la question carbone. Donc vous voyez qu'on va aussi utiliser beaucoup plus les bâtiments existants qu'avant et en faire un usage plus intensif. C'est ce qui fait que tout le monde dit il faut garder la ville sur la ville, reconstruire la ville sur la ville, la densité, on ne l'utilise peut-être pas au maximum, etc., etc. Ça, c'est très important. Et ce choc carbone, il a une conséquence aussi, c'est l'arrivée de l'économie dite circulaire, c'est-à-dire des produits d'occasion. Puisque des matériaux, des composants qui existent, le carbone est stocké, mon idée, l'idée, c'est de les réutiliser, pas forcément dans les mêmes bâtiments, dans le neuf comme dans la rénovation, pour garder le carbone stocké. Donc, stockage du carbone est la nouvelle but énorme, fantastique, je le dis, de reconstruction. C'est un choc pour le monde du bâtiment. Alors ce que je dis là, c'est quand même important. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de neuf. Mais je suis en train de dire qu'on regardera 2 fois pour savoir si les besoins sur le neuf sont bien là. Voilà. Donc il y aura un réarbitrage, en tout cas très fort. L'idée que j'avais vue, moi, il y a 20 ans ou 30 ans, que le monde du bâtiment serait un monde où on détruit les produits, on renouvelle en permanence, etc., fini. Fini. De mon point de vue, c'est exclu. Il y aura une idée du maintien du stockage carbone. Le deuxième choc, alors, la réglementation RE 2020, je vais en parler, elle est là-dessus. On discute, est-ce qu'on a été trop ambitieux dans le calcul carbone? Peut-être, on verra s'il faut revoir des choses, mais en fait, trop ambitieux dans la façon de calculer. Je ne dis pas dans l'ambition de la diminution carbone de la RE 2020, ça je pense qu'il ne faut pas diminuer les ambitions. Par contre, sur le calcul lui-même, si c'est vraiment compliqué, il faudra trouver les méthodes les meilleures, si vraiment on n'y arrive pas. Bon. Mais c'est irréversible, ça c'est très important. Tout le monde va s'habituer à discuter sur ce carbone. Alors il y a un deuxième sujet qui a été estompé, je le dis un peu, par la réglementation RE 2020, c'est l'arrivée, la question de la production d'énergie dans le quartier, dans les bâtiments, par les bâtiments, etc. Et la production d'énergie renouvelable. Ce sujet-là est un sujet plus délicat qu'on ne pensait dans le choix politique, c'est-à-dire, j'emploie un euphémisme pour dire qu'il n'a pas été totalement pris. Les ENR sont potentiellement des énergies décentralisées. C'est donc un schéma d'organisation de production qui compte sur l'implantation territoriale, y compris une implantation d'intensité territoriale un peu partout. C'est ça l'idée. Ce n'est pas un problème de concentration et de distribution à des consommateurs, c'est un problème de production diffuse de cette capacité par les ENR, que ce soit les réseaux de chaleur, que ce soit le solaire. Ça l'est moins vrai de l'éolien, il faut le reconnaître, c'est plus concentré, mais en tout cas le solaire et les réseaux de chaleur, c'est possible dans des dimensions qui sont totalement locales. Donc là-dessus, il y a une idée quand même qui est sortie, c'est l'idée d'autoconsommation. Elle est intéressante, il faut la garder, mais elle a l'air de dire
on vous autorise à produire des ENR sur place à condition que vous les consommiez toutes. Sous-entendu, si vous en faites plus, ça ne nous intéresse pas, ou ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ça, excusez-moi, on me dit de parler de 2050, je pense que ça va changer. Je pense que la question énergétique, de transformation complète de notre énergie en énergie décarbonée, notamment avec la part des ENR, conduira à vouloir augmenter, et je crois qu'il faudra le faire, les ENR produites, si je puis dire, par les particuliers, produites dans les bâtiments, produites de façon décentralisée, pour dire tout le monde peut participer à la construction d'une production d'énergie. C'est le deuxième choc qui n'est pas tout à fait arrivé, mais qui, à mon avis, marquera la suite. Le troisième choc, c'est le choc numérique. Alors on me dirait, c'est baratin, enfin on connaît tous, on est tous au courant, etc., etc. Bon. Sauf que le choc numérique, il nous permet plusieurs choses. Premièrement, pour les bureaux d'études, les architectes, etc., il nous permet de concevoir, de calculer à l'avance, de voir à l'avance autour d'une maquette virtuelle beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il nous construit, si je puis dire, une capacité à mieux concevoir, mieux visionner, même il nous donnera de la créativité. Je vais peut-être vous choquer, mais il y aura des parts de l'intelligence artificielle dans la création, y compris architecturale, dans la conception des bâtiments. On n'est qu'au début, à mon avis, d'utilisation. On aura donc une capacité pour tous ceux qui conçoivent, que ce soit les archis d'abord, les bureaux d'études, d'avoir une capacité beaucoup plus importante d'optimiser cette phase de la conception. Mais le numérique aussi nous permet de mettre autour de la table très vite l'ensemble des acteurs du bâtiment. À l'heure actuelle, nous avons un secteur qui est séquentiel. Le maître d'ouvrage passe des commandes à des architectes, qui en passent à des bureaux d'études, sauf quand ils sont en atelier un peu regroupés. Ensuite, on cherche des entreprises, et ensuite, ces entreprises cherchent des matériaux. Le but, parce que derrière, je suis en train de décrire le choc de productivité il faudra qu'il ait lieu. Le but, c'est que chacun cherche à avoir l'acteur qui en aval pour le prix le moins cher. Il y a un problème avec l'architecture. On voit bien que choisir l'architecte qui fait le moins cher, c'est quand même un peu risqué. Mais pour les autres acteurs, c'est le moins cher. Excusez-moi de le dire comme ça. Eh bien ça, c'est le contraire de l'optimum. Ce n'est pas en serrant la vis dans une démarche séquentielle de tous les acteurs qu'on arrive à avoir le meilleur prix. On a sûrement la moins bonne qualité et on n'a pas le meilleur prix. Le bâtiment, et ça sera son choc, passera d'un système séquentiel, qui est le système dominant, à un système collaboratif, qui sera le nouveau système du bâtiment. C'est ce qui s'est passé dans tous les secteurs industriels. Tous les grands secteurs industriels ont ramené, ces mots tout de suite, la conception et construction se font en même temps dans les autres secteurs industriels, autour d'une maquette virtuelle. Pour optimiser, on optimise même les usages avec l'entretien, la maintenance. Voilà ce qu'on fait dans les autres secteurs industriels. Nous, on y viendra. C'est la maquette virtuelle, mais je vois bien qu'il y en a qui disent « ouais, c'est compliqué, etc. » C'est irréversible. Pourquoi on y arrive en dernier dans le bâtiment? Parce qu'on fait des prototypes et que chaque fois la maquette a un coût et que donc elle ne peut pas être amortie, la maquette virtuelle, sur une quantité de bâtiments. Mais il n'empêche, on me fait signe que j'ai pris du retard, mais il n'empêche qu'on pourra l'utiliser désormais. Donc on a ce troisième choc qui est le choc numérique, qui a entraîné, je vous l'ai dit, l'économie circulaire, ça c'est clair. Alors l'économie circulaire, pardon, elle était entraînée par le choc carbone. Bon, alors, les gains de productivité. Allez, alors maintenant j'ai parlé dans le futur, ce que j'appellerais les invités du bâtiment, les invités de la question du bâtiment. Le premier invité, il est apparu dans le label, c'est la biodiversité, la nature. Bon, pour les gens du bâtiment, on fait du non-organique, c'est le but. La ville, c'était la ville minérale, elle s'opposait à la nature, à la campagne. Bon.
Cette question est en train de se régler différemment. Je vous le dis tous, je m'intéresse à ce secteur, je même écris des choses sur la biodiversité urbaine. On est en train de découvrir qu'il y aura une biodiversité spécifique à la ville. On pourra parler de la ville biodiversitaire, avec des bâtiments biodiversitaires qui contribuent à la biodiversité. Donc cet invité, qui était pendant longtemps pour les gens du bâtiment, extérieur au bâtiment, devient en dialogue avec le bâtiment et la ville. Donc la biodiversité, la présence de la nature, les besoins que l'on a d'être au contact de la nature, parce que notre civilisation est une civilisation dominante de gens qui sont nés en ville et pour qui la nature est extérieure au départ, eh bien, il faut qu'on la vive tous les jours. Donc, premier invité, c'est nouveau, c'est la biodiversité. Deuxième invité pour le bâtiment, c'est la santé environnementale et le maintien à domicile, tout ce qu'on peut faire dans le domaine de, disons, on va dire, de la santé des individus, des occupants. C'est très clair, la qualité de l'air, tout le monde sent que ça viendra, ça sera obligatoire, on mesurera cette qualité de l'air. Donc je trouve que cette arrivée de la santé environnementale est acquise de mon point de vue. Il y a une troisième idée des invités, d'ailleurs c'est mieux qu'un invité, c'est cette formule qui dit que le maître d'ouvrage dit « je ne construis pas un bâtiment, je construis de plus en plus une plateforme de service ». C'est-à-dire que dans la logique, le bâtiment est au fond au service de quelque chose. Plateforme de service, c'est quel service y rend, mais aussi, comme ça a été dit, et comme le disent souvent très justement les architectes, le bâtiment, c'est au service d'une qualité de vie, d'une qualité de bien-être, d'une qualité dans les espaces, d'une sorte de bonheur d'occuper des espaces qui sont bien construits, bien conçus, etc. Et donc là, je crois que nous tenons une dimension du bâtiment qui élargit complètement et qui ne se résume pas qu'aux seules performances techniques telles que nous les décrivons. Cette dimension-là, il faut la développer, parce que c'est celle qui fera adhérer les habitants à cette nouvelle période où ils diront finalement, dans ces habitats ou dans ces bâtiments des temps futurs, 2050, qui répondent en partie, on l'espère au maximum, à la question carbone, eh bien, il y a un plaisir de vivre, un plaisir d'être, une autre façon de vivre. L'expérience très intéressante d'un point de vue, parce qu'elle est osée, de Grenoble, est quelque chose qu'il faut suivre de très très près. Certainement qu'il doit y avoir des choses qui ne seront pas dominées ou qui ne plairont pas, mais ce qui est frappant, et d'ailleurs tous les sociologues le disent, c'est que la capacité de modification des modes de vie est plus forte qu'on ne le pense. On présente en disant c'est l'obstacle majeur, ce n'est pas forcément l'obstacle majeur. Les gens ont peut-être envie de vivre d'une façon différente, à la fois individuellement et collectivement. Regardez dans l'expérience de Grenoble que tout ce qui est collectif marche plus vite que prévu. Et donc il y a une soif de vivre autrement en société, et je trouve que c'est très important que nous, les gens du bâtiment, nous explorions cette partie-là. Ce qui me fait dire que notre invité, c'est le territoire qui entoure le bâtiment. Désormais, que ce soit sur la question énergétique, que ce soit sur les services rendus par le bâtiment, je pense que nous devons raisonner à l'échelle du quartier et à des échelles plus vastes qui sont les échelles de territoire. C'est très important. Ceux qui sont un peu urbanistes voient que nous allons aller vers une rencontre entre les gens du bâtiment et les gens de la ville et de l'urbanisme. Urbanisme, architecture seront de plus en plus accouplés et il y aura là un bel espace, disons, d'utopie de vivre différemment en ville, en situation urbaine. Je trouve qu'il faut parler d'utopie, il ne faut pas avoir honte d'en parler. Nous pouvons faire des choses beaucoup plus intéressantes autour de villes adaptables, de villes productives, de villes vivantes. C'est un espace, en tout cas je suis sûr, et je connais bien le monde des architectes et des urbanistes, la jonction est en train de se faire et elle sera réussie. Et enfin un invité, il va dire, mais qu'est-ce qui lui prend, vous allez dire, le véhicule électrique. Ah, on va dire, mais quel rapport avec le véhicule électrique? Alors cet invité-là, il est à mon avis intéressant pour le bâtiment pour la raison suivante. C'est que
je suis à peu près sûr que c'est le secteur qui va bouger le plus vite, parce que le flux n'est pas aussi important que le stock. Enfin, le renouvellement est plus important dans le domaine du véhicule que dans le domaine du bâtiment, et que la transformation du stock peut arriver plus vite. Et l'hypothèse que nous ayons dans les années 2030, en 2030 et 2040, une flotte de véhicules électriques qui soit totalement dominante est une hypothèse tout à fait réaliste. Tout à fait réaliste. Alors, quel est le rapport avec le bâtiment? Le rapport, c'est le stockage de l'électricité produite dans les bâtiments. Le véhicule électrique apportera les batteries. Il sera un complément de stockage quand il sera dans la maison. Il assurera, d'un point de vue de l'autoconsommation, vous voyez qu'au lieu d'avoir une seule autoconsommation résumée au bâtiment ou au quartier, on aura une autoconsommation résumée à le bâtiment et les véhicules électriques. Très intéressant. Et il y aura donc une capacité à transformer ce qui paraissait assez impossible, puisque le solaire, par exemple, photovoltaïque, ouais, on dit, mais d'accord, mais on consomme de l'électricité au moment où, justement, il n'y a plus de soleil. Il y aura des stratégies, vous verrez, il y aura des stratégies intéressantes. Alors, là, j'ai 5 dernières minutes. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire sur les conséquences métiers, puisque vous êtes là du métier? Si j'ai été clair, ceux qui s'engagent sur cette question environnementale, au sens large où je viens de la décrire dans le bâtiment, c'est le bon choix. Si j'ai été clair, ça va durer longtemps, ce bon choix. Si j'ai été clair, il va y avoir, à mon avis, une grande dispersion de ceux qui vont vite par rapport à ceux qui vont moins vite. Je me permets d'en parler. Quand vous avez un espace nouveau, un changement de société, un secteur dont on appelle qu'il se modernise, parce que c'est ça, et on dit plus c'est un vieux secteur traditionnel, c'est un secteur dans lequel la société espère que nous allons répondre présent dans les défis. Il va y avoir forcément plus de talents qui viennent, il va y avoir forcément une dispersion entre ceux qui vont plus vite, qui comprennent plus vite, qui font des choses en avance. Donc je suis en train de parler d'une sorte de... comment dire, mettre en avant ceux qui sont les plus performants. J'aime bien ceux qui le savent, les comparaisons cyclistes. On peut dire que nous sommes en train de disputer une étape de montagne, une grosse étape de montagne. Donc je rappelle que dans une étape de montagne, ceux qui imposent le rythme à la totalité des coureurs, c'est des échappés. Dans une étape de montagne, d'abord au classement, on ne cite pas ceux qui arrivent les derniers, on cite d'abord ceux qui sont dans les 10 premiers, ou etc., etc. C'est quand même un monde dans lequel on met en avant ceux qui sont plus performants que les autres. Et pour ceux qui passent mal, comme on dit, l'étape de montagne, vous savez qu'ils se regroupent à la fin du peloton dans ce qu'on appelle le groupe Eto. Le groupe Eto, pour ceux qui connaissent, c'est le groupe de ceux qui arrivent en dernier, il y a juste derrière la voiture balai. Mais le groupe Eto, on leur dit au groupe Eto qu'ils seront éliminés si l'écart entre les meilleurs et eux est de plus de 10%. Donc, ceux qui donnent le rythme, c'est ceux qui sont allés les plus vite, et non pas le groupe Eto qui décide de la vitesse de l'étape. Bon. Alors si je vous dis ça, c'est parce que je pense... Alors juste conclure. Oui, c'est terminé, c'est terminé. Si je dis ça, c'est parce que je pense que profondément, il faut se considérer dans une capacité de modification, de créativité, d'inventivité. Je pense que là, on est en train de vivre une époque où, comment dire, la compétence, la capacité d'imagination, et je mets tous les acteurs, j'ai dit, maîtrise d'ouvrage, architecte, ingénierie, entreprise et industriel. Je pense que nous avons là tous une capacité à faire beaucoup mieux et tous ensemble. Et ça sera ma dernière remarque. Connaissant bien le bâtiment, je pense qu'il faut que nous cessions d'avoir des réponses de filières, d'acteurs, qui veut garder, et c'est normal, un peu sa place pour avoir une réponse collective. Donc je vous le dis tous ensemble, on réussira ensemble si on joue en équipe ensemble et si on est capable de faire un parcours collectif. Je pense qu'on y arrivera et qu'en 2050, on pourra dire qu'on a répondu aux attentes. Merci.